Avez-vous déjà imaginé votre vie à 70 ans, seul dans un appartement silencieux, avec pour seule compagnie les photos jaunies de vos enfants partis vivre à l'autre bout du monde? Cette réalité que beaucoup préfèrent ignorer frappe comme un coup de tonnerre quand elle s'installe. Je m'adresse à vous, mère, qui sentez vos enfants s'éloigner peu à peu, physiquement ou émotionnellement. Ce sentiment d'abandon que vous commencez peut-être à ressentir n'est pas une anomalie. C'est une expérience partagée par des millions de parents vieillissants à travers la France et ailleurs. Mais attention, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bouleverser vos certitudes sur ce que signifie réellement vieillir, loin de ceux qu'on a mis au monde. Ce sujet me touche personnellement. J'ai vu ma propre mère traverser cette épreuve et j'ai accompagné de nombreuses familles confrontées à cette réalité complexe et douloureuse. Le vieillissement isolé n'est pas qu'une question de solitude. C'est une transformation profonde de l'identité, des relations et du sens même que l'on donne à sa vie. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car les dernières réflexions que je partagerai pourraient transformer radicalement votre perspective sur cette étape de vie. Avant de poursuivre, je serais curieux de savoir de quelle ville vous me regardez, et si ce sujet vous concerne personnellement. Partagez votre expérience dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos conversations sur ces sujets essentiels que la société préfère souvent éviter. C'était un mardi matin comme les autres pour Madeleine Fournier, 68 ans, dans son appartement du 3e étage d'un immeuble haussmannien à Lyon. Elle avait suivi sa routine habituelle, café au lait, tartines beurrées et lecture du Progrès. Mais ce jour-là, en parcourant les pages de son journal, elle était tombée sur un article qui l'avait bouleversée. La France face au défi du vieillissement solitaire, 1 million de seniors sans contact familial régulier. Les mots s'étaient imprimés dans son esprit comme une sentence. Elle avait posé son journal, les mains tremblantes, et son regard s'était fixé sur le téléphone silencieux depuis des semaines. Ses 3 enfants vivaient tous loin. Thomas à Montréal, Caroline à Singapour et le petit dernier, Julien, à Berlin. Leurs appels s'espaçaient, passant de conversations hebdomadaires à des échanges mensuels, ponctués de messages laconiques. « Tout va bien, maman? Désolé, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je t'appelle la semaine prochaine. » Des promesses souvent oubliées dans le tourbillon de leur vie active. Ce jour-là, Madeleine avait pris pleinement conscience que la solitude n'était pas une simple absence temporaire, c'était devenu son mode de vie. Le vieillissement loin de ses enfants commence souvent comme un processus invisible. Les premiers signes sont subtils. Les visites qui s'espacent, les appels qui raccourcissent, les invitations pour les fêtes qui arrivent tardivement, comme des obligations plutôt que des désirs sincères. Pour Madeleine, cela s'était manifesté quand Thomas avait préféré passer Noël avec sa belle famille l'année précédente. « C'est plus pratique, maman. On viendra te voir au printemps. » Le printemps était venu, puis l'été, et finalement l'automne, sans visite. Cette solitude moderne possède une caractéristique particulière. Elle existe paradoxalement au sein d'une connectivité technologique sans précédent. Madeleine avait un smartphone, un ordinateur portable et même un compte sur les réseaux sociaux, créé à l'insistance de Caroline pour rester en contact plus facilement. Pourtant, ces outils n'avaient fait qu'exacerber son sentiment d'isolement. Les photos de ses petits-enfants grandissant sans elle, les vidéos de fêtes familiales auxquelles elle n'était pas conviée, les messages groupés impersonnels. La technologie lui offrait une fenêtre sur la vie de ses enfants, mais une fenêtre à travers laquelle elle ne pouvait qu'observer sans jamais vraiment participer. Qu'est-ce qui nous prépare réellement à cette phase de la vie? Nos sociétés occidentales modernes cultivent l'individualisme et la mobilité comme des valeurs cardinales. Réalise-toi, poursuis tes rêves, va où ton potentiel te mènera. Ces injonctions contemporaines que nous répétons à nos enfants se retournent contre nous lorsque ces mêmes enfants suivent ces conseils, loin de nous. Madeleine se souvenait avoir encouragé Thomas à accepter ce poste à Montréal, Caroline à poursuivre cette opportunité en Asie. N'était-ce pas le comble de l'ironie? Elle était en partie responsable de sa propre solitude. Dans le café du coin, le petit comptoir, Madeleine avait rencontré d'autres parents dans sa situation. Il y avait Jean-Pierre, ancien ingénieur chez Renault, dont la fille unique vivait en Australie. Françoise, professeure de français à la retraite, dont les 2 fils s'étaient installés aux États-Unis. Et puis Gérard, veuf depuis 5 ans, qui n'avait plus que des appels vidéo hebdomadaires avec son fils en Norvège. Ils formaient, sans l'avoir voulu, une communauté de parents abandonnés, un terme qu'ils rejetaient en public, mais murmuraient parfois entre eux dans l'intimité de leurs confidences. La solitude n'est pas qu'une expérience émotionnelle, elle affecte profondément notre corps et notre cerveau. Les recherches en neurosciences démontrent que l'isolement social chronique déclenche les mêmes voies neurologiques que la douleur physique.
Notre cerveau est littéralement câblé pour la connexion humaine, et son absence provoque une souffrance bien réelle. Pour Madeleine, cela se manifestait par des insomnies, des douleurs diffuses et une fatigue persistante que son médecin avait fini par qualifier de somatisation anxio-dépressive liée à l'isolement. Un matin de novembre, alors que la brume enveloppait les quais de Saône, Madeleine avait reçu un message de Caroline. « Maman, nous ne pourrons pas venir pour Noël cette année encore. Les billets sont hors de prix et les enfants ont des activités importantes. » Elle avait fixé son téléphone immobile, puis l'avait posé sur la table de la cuisine. Sans répondre, elle s'était habillée et était sortie marcher sous la pluie fine jusqu'à se retrouver devant la basilique de Fourvière. Là, assise sur un banc mouillé, elle avait laissé couler ses larmes, indistinctes des gouttes de pluie sur son visage. Ce n'était pas tant l'absence de ses enfants pour les fêtes qui la blessait, mais la facilité avec laquelle il prenait cette décision, année après année, comme si sa solitude n'était qu'un dommage collatéral acceptable de leur vie bien remplie. La vérité que personne n'ose affronter est que le lien parent-enfant n'est pas symétriquement ressenti. Pour les parents, les enfants représentent souvent l'œuvre de leur vie, le prolongement de leur être. Pour les enfants devenus adultes, les parents ne sont qu'une partie, parfois mineure, d'un écosystème relationnel complexe, incluant conjoints, enfants, amis, collègues et ambitions personnelles. Cette asymétrie fondamentale crée un déséquilibre dans les attentes et les engagements, source de déceptions profondes et répétées. En rentrant chez elle ce jour-là, Madeleine avait pris une décision. Elle avait ouvert son ordinateur et avait réservé un billet d'avion pour Singapour. « Si la montagne ne vient pas à toi », s'était-elle dit avec un mélange de détermination et d'appréhension. Cette initiative l'avait terrifiée, elle qui n'avait jamais voyagé seule au-delà des frontières européennes, mais l'alternative lui semblait désormais insupportable. Attendre, espérer, s'éteindre lentement dans un appartement silencieux. Le voyage avait été éprouvant. 14 heures de vol, une escale interminable à Dubaï, la fatigue, la désorientation. Mais lorsqu'elle avait aperçu Caroline et ses petits-enfants à l'aéroport de Changi, quelque chose s'était brisé en elle. Ses petits-enfants l'avaient regardée avec curiosité, presque avec gêne, comme une étrangère. Léa, 7 ans, s'était cachée derrière sa mère en murmurant « C'est qui la dame ?» Madeleine avait senti son cœur se fissurer. Elle n'était plus « mamie », elle était devenue « la dame ». Le séjour avait été une succession de révélations douloureuses. L'appartement de Caroline ne comportait pas de chambre d'amis. Madeleine dormait sur un canapé-lit dans le salon. Les conversations étaient polies, mais superficielles. Caroline travaillait tard, son gendre était constamment sur son téléphone, et les enfants, habitués à leur routine, semblaient perturbés par cette intruse dans leur espace. Un soir, Madeleine avait surpris une conversation entre Caroline et son mari. « Combien de temps elle compte rester ?» avait-il demandé. « Je ne sais pas, mais ça commence à être long », avait répondu Caroline. Madeleine avait modifié son billet de retour le lendemain matin, prétextant une urgence à Lyon. De retour dans son appartement, la solitude lui avait semblé différente, plus définitive, mais aussi étrangement plus acceptable. Elle avait compris que ses enfants avaient construit leur vie sans elle au centre. Ce n'était pas de la cruauté, simplement la conséquence naturelle du temps qui passe et des distances qui s'installent, géographiques, mais aussi émotionnelles et existentielles. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, avait été libératrice. Elle avait cessé d'attendre des appels qui ne venaient pas, d'espérer des visites qui s'espaçaient toujours plus. C'est à ce moment que Madeleine avait croisé le chemin de Sabine, une ancienne sage-femme de 70 ans, au marché des quais. Elles avaient commencé à discuter devant un étal de fromage, et Sabine l'avait invitée à rejoindre son groupe de lecture. « Nous sommes 12, tous des vieux schnocks abandonnés par leurs enfants », avait-elle plaisanté avec un clin d'œil complice. « On se retrouve tous les mercredis chez l'un ou l'autre. On lit, on discute, on boit un peu trop de vin et on se raconte nos vies. C'est notre famille choisie. » Cette expression « famille choisie » avait résonné en Madeleine. Elle avait accepté l'invitation, d'abord avec réticence, puis avec un intérêt croissant. Le groupe était composé de personnalités diverses. Un ancien architecte, une comédienne à la retraite, un médecin, une fleuriste, un professeur d'université. Tous avaient en commun cette expérience du vieillissement loin de leurs enfants. Mais contrairement à ce qu'elle aurait pu craindre, leurs rencontres n'étaient pas des séances de lamentation collective. Ils discutaient de littérature, de politique, d'art, de leurs projets et de leurs découvertes. Ils s'entraidaient aussi, un transport à l'hôpital, un coup de main pour un déménagement, un repas partagé pendant une convalescence. Au fil des mois, Madeleine avait découvert une vérité essentielle sur le vieillissement. La solitude n'est pas une fatalité, même lorsque les liens familiaux s'étiolent. D'autres formes de connexion peuvent émerger,
parfois plus authentique car choisi librement, sans le poids des obligations filiales. Comme le disait souvent Marcel, l'ancien architecte du groupe, nos enfants nous aiment par devoir, nos amis par choix. À notre âge, je préfère l'amitié choisie à l'amour obligé. Un soir, alors que le groupe discutait du stoïcisme après la lecture d'un ouvrage de Sénèque, Georges, l'ancien professeur de philosophie, avait partagé une réflexion qui avait profondément marqué Madeleine. Sénèque nous enseigne que nous souffrons moins des événements eux-mêmes que de notre jugement sur ces événements. Ce n'est pas l'absence de nos enfants qui nous fait souffrir, mais notre attente qu'ils soient présents. Changez vos attentes et vous changerez votre expérience de la solitude. Cette perspective avait offert à Madeleine un nouveau cadre pour comprendre sa situation, non plus comme un abandon, mais comme une opportunité de redéfinir ses attentes et, par conséquent, sa relation à sa propre vie. La vérité que personne n'ose exprimer franchement est que vieillir loin de ses enfants révèle l'illusion fondamentale de la parentalité moderne. Nous élevons nos enfants avec l'idée implicite qu'ils constitueront notre assurance vieillesse émotionnelle, qu'ils seront là pour nous accompagner dans nos dernières années. Mais cette attente, rarement formulée mais profondément ancrée, entre en collision avec la réalité d'un monde globalisé et individualisé où les liens familiaux traditionnels se distendent inexorablement. L'hiver suivant avait été particulièrement rude à Lyon. Une vague de froid avait paralysé la ville pendant 2 semaines. Madeleine, souffrant d'une bronchite tenace, s'était retrouvée incapable de sortir faire ses courses. C'est alors que la famille choisie s'était manifestée. Sabine lui avait apporté des médicaments, Paul avait fait ses courses, et Catherine était venue quotidiennement prendre de ses nouvelles et préparer des repas chauds. Aucun de ses enfants n'avait été informé de sa maladie. Elle avait délibérément choisi de ne pas les inquiéter, mais aussi, secrètement, de ne pas leur donner l'occasion de manifester une indifférence qui l'aurait blessée. Cette expérience avait été révélatrice. Elle avait compris que la vieillesse pouvait être affrontée avec dignité, non pas en s'accrochant désespérément à des liens familiaux distendus, mais en cultivant activement un réseau de soutien alternatif. Comme l'avait si bien formulé Françoise lors d'une de leurs réunions, nos enfants sont les branches qui s'éloignent naturellement du tronc. Nous devons développer de nouvelles racines pour rester debout. Le printemps suivant, Madeleine avait pris une décision radicale. Elle avait mis en vente son appartement lyonnais, trop grand et rempli de souvenirs d'une vie familiale révolue. Elle avait acheté un petit 2 pièces dans le quartier de la Croix-Rousse, près des domiciles de plusieurs membres du groupe de lecture. L'argent restant de la vente, elle l'avait investi dans un petit studio à louer, une sécurité financière pour ses vieux jours, mais aussi un acte symbolique fort. Elle prenait en main son avenir au lieu d'attendre passivement que ses enfants s'en préoccupent. Lorsqu'elle avait annoncé cette décision à ses enfants par visioconférence, leur réaction avait été révélatrice. Thomas s'était montré préoccupé, surtout par les aspects financiers de la transaction. Caroline avait manifesté une inquiétude polie mais distante. Julien seul avait semblé comprendre la démarche profonde de sa mère. « Tu as raison, maman. C'est ta vie, pas la nôtre. Je suis fier de te voir prendre ces décisions. » Le déménagement avait été libérateur. Trier 68 ans de vie matérielle l'avait obligée à distinguer l'essentiel du superflu. Elle avait gardé quelques photos, les objets véritablement précieux, et s'était séparée du reste, meubles, vaisselle, livres, vêtements, en les distribuant à des associations ou à des amis. Chaque objet donné semblait alléger non seulement son espace physique, mais aussi son espace mental. Les reliques d'une vie familiale révolue laissaient place à la possibilité d'une existence nouvelle, plus légère, mais paradoxalement plus ancrée dans le présent. Son nouvel appartement était devenu un hub social inattendu. Plus petit mais plus fonctionnel, il accueillait régulièrement des membres du groupe de lecture, mais aussi de nouveaux amis, des voisins, d'anciens collègues retrouvés, des connaissances devenues des compagnons de route. Elle avait transformé une chambre en atelier de peinture, concrétisant enfin un rêve de jeunesse longtemps différé au profit de ses obligations familiales et professionnelles. C'est dans cet atelier que Madeleine avait vécu une épiphanie un après-midi d'automne, alors que la lumière dorée de fin de journée baignait sa toile inachevée. Elle avait soudain compris que le vieillissement loin de ses enfants n'était pas une trahison du contrat familial implicite, mais plutôt une invitation à reconsidérer fondamentalement ce contrat. Nos enfants ne nous doivent pas leur présence constante, pas plus que nous ne leur devons la nôtre une fois qu'ils sont adultes. L'amour parental et filial peut exister sans cette proximité physique que nous associons traditionnellement à la famille. Cette révélation avait modifié sa façon d'interagir avec ses enfants.
Les appels étaient devenus moins fréquents, mais plus authentiques. Elle avait cessé de culpabiliser ses enfants pour leur absence, et eux, sentant ce changement, paradoxalement, semblaient plus enclins à maintenir le contact. Thomas avait même proposé de venir passer une semaine à Lyon, sa première visite en 3 ans. « J'aimerais voir ton nouvel appartement, maman, et peut-être rencontrer tes amis dont tu me parles tant. » La véritable sagesse du vieillissement réside peut-être dans cette capacité à transformer une perte apparente, celle de la proximité familiale, en une opportunité de redéfinition existentielle. Comme l'avait un jour fait remarquer Sabine, à 20 ans, on se définit par nos ambitions, à 40 par nos réalisations, à 70, nous avons enfin la liberté de nous définir simplement par ce qui nous apporte de la joie. La technologie, d'abord perçue par Madeleine comme un facteur d'aliénation, était progressivement devenue un outil d'émancipation. Elle avait créé un blog où elle partageait ses peintures et ses réflexions sur la vieillesse, attirant des lecteurs du monde entier, dont certains étaient devenus des correspondants réguliers. Elle participait à des forums en ligne pour seniors où elle échangeait conseils et expériences avec d'autres personnes dans sa situation. Ces connexions virtuelles ne remplaçaient pas la présence physique, mais elles offraient une forme de communauté transcendant les contraintes géographiques. Un incident avait cependant mis en lumière la fragilité inhérente à sa situation. Une chute dans sa salle de bain l'avait laissé incapable de se relever pendant plusieurs heures jusqu'à ce que Paul, inquiet de son absence à leur rendez-vous hebdomadaire, vienne frapper à sa porte. Cet épisode avait soulevé une question cruciale. Qui serait là en cas d'urgence grave? Ses enfants, à des milliers de kilomètres, ses amis, eux-mêmes vieillissants, les services sociaux, débordés et impersonnels? Cette réalité brutale, la vulnérabilité physique croissante face à l'éloignement familial, est souvent la plus difficile à accepter. C'est le moment où la solitude prend une dimension existentielle profonde, confrontant chacun à sa finitude et à la possibilité réelle de souffrir ou même de mourir seul. Madeleine avait affronté cette vérité avec son groupe lors d'une discussion particulièrement émouvante. « Ce qui me fait le plus peur, » avait confié Georges, « ce n'est pas la mort elle-même, mais l'idée de mourir sans que personne ne tienne ma main. » Face à cette perspective, le groupe avait élaboré un système de vigilance mutuelle, des appels quotidiens, des visites régulières, une attention particulière aux signes de détérioration de la santé de chacun. Ils avaient également consulté ensemble un notaire pour établir des directives anticipées et des procurations croisées. Ces démarches administratives, loin d'être macabres, leur avaient procuré un sentiment de contrôle et de solidarité face à l'inéluctable. La relation de Madeleine avec ses enfants avait continué d'évoluer. Sans la pression constante de ses attentes, ils semblèrent plus enclins à maintenir un contact régulier. Les appels vidéo hebdomadaires étaient devenus une habitude, non plus par obligation, mais par choix mutuel. Lors d'une de ces conversations, Caroline avait fait une remarque qui avait profondément touché Madeleine. « Tu sais, maman, depuis que tu as ta nouvelle vie, j'ai l'impression de te redécouvrir. Tu n'es plus seulement ma mère, tu es devenue une personne fascinante avec ses propres passions et aventures. » Cette observation avait cristallisé pour Madeleine le paradoxe ultime du vieillissement loin de ses enfants. C'est précisément en acceptant cette distance, en construisant une identité distincte de son rôle maternel, qu'elle avait pu établir une relation plus authentique et plus équilibrée avec ses enfants adultes. Comme si la distance géographique avait créé l'espace nécessaire pour une véritable reconnaissance mutuelle. Un événement inattendu était venu confirmer cette transformation. Pour ses 70 ans, ses 3 enfants s'étaient coordonnés pour lui offrir un voyage, non pas pour qu'elle vienne les voir, mais pour qu'ils se retrouvent tous ensemble dans un lieu neutre, Lisbonne, qu'elle avait toujours rêvé de visiter. Ce n'était pas un retour à la dynamique familiale d'autrefois, mais l'émergence d'une nouvelle forme de relation, basée sur une reconnaissance mutuelle de leur vie séparée, mais connectée. Ce voyage à Lisbonne avait été révélateur. Pour la première fois depuis des années, Madeleine avait passé du temps avec ses 3 enfants simultanément, mais dans un contexte entièrement nouveau. Ils avaient visité des musées, dégusté des pastilles de nata dans de petits cafés, discuté de leur vie respective sans les tensions habituelles. Un soir, sur une terrasse surplombant le Tage, Thomas lui avait posé une question qui l'avait surprise. « Es-tu heureuse, maman? Je veux dire vraiment heureuse dans ta vie actuelle ?» Sa réponse avait jailli, sincère et non préparée. « Oui, je crois que je le suis. Pas tous les jours, bien sûr. Il y a des moments de solitude qui font mal. Mais j'ai trouvé un équilibre que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai des amis précieux, des passions qui me nourrissent. Et vous 3, même à distance. Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée, mais c'est une vie riche, à sa manière. » Ce moment de vérité partagée
avait semblé libérer quelque chose chez ses enfants, peut-être la culpabilité qu'ils portaient silencieusement. Julien avait alors exprimé ce que tous semblaient ressentir. « Tu sais, maman, on s'inquiétait pour toi. On se sentait coupable de te laisser seule. Savoir que tu as construit quelque chose de beau, même sans nous à proximité, c'est un immense soulagement. » De retour à Lyon, Madeleine avait retrouvé son appartement, son groupe d'amis, ses habitudes, avec un regard neuf. Elle avait compris que le vieillissement, même loin de ses enfants, n'était pas une fin, mais une transformation. Comme toute transformation profonde, elle comportait son lot de douleurs et de pertes, mais aussi de découvertes et de possibilités inattendues. Alors que je termine ce récit de Madeleine, j'aimerais vous partager cette vérité fondamentale sur le vieillissement loin de ses enfants. Ce n'est pas tant la distance géographique qui détermine la qualité de cette expérience, mais notre capacité à transformer notre relation à cette distance. Vieillir seul n'est pas nécessairement vieillir abandonné. C'est une invitation à redéfinir ce que signifie être connecté, à nos enfants bien sûr, mais aussi à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Cette redéfinition n'est pas facile. Elle exige courage, lucidité et parfois des remises en question douloureuses. Elle nous demande d'abandonner certaines attentes profondément ancrées sur ce que devrait être une famille, sur les obligations des enfants envers leurs parents vieillissants, sur notre propre identité au-delà du rôle parental. Mais elle offre aussi une liberté nouvelle, celle de construire consciemment la dernière partie de notre vie, non plus comme un appendice de notre existence parentale, mais comme un chapitre à part entière, riche de ses propres découvertes et significations. Pour Madeleine, comme pour beaucoup d'entre nous confrontés à cette réalité, le véritable défi n'était pas tant d'accepter l'absence physique de ses enfants que de transformer le sens même de cette absence. De la vivre non comme un abandon, mais comme un espace où pouvait s'épanouir une nouvelle forme d'autonomie et de connexion. Je vous invite à réfléchir à votre propre situation, que vous soyez parents vieillissants ou enfants adultes vivant loin de vos parents. Comment pourriez-vous transformer votre relation à cette distance? Quelles attentes pourriez-vous reconsidérer? Quelle nouvelle forme de connexion pourriez-vous explorer? Si l'histoire de Madeleine vous a touché, partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez un commentaire pour partager votre propre expérience ou vos réflexions sur ce sujet. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, rejoignez notre communauté pour continuer ces conversations essentielles sur les défis et les opportunités des différentes étapes de notre vie. N'oubliez pas que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, en train de naviguer les eaux parfois tumultueuses du vieillissement, que ce soit le nôtre ou celui de nos proches. Dans cette navigation, nous avons besoin de boussoles, de phares et de compagnons de voyage. J'espère que cette réflexion a pu être, ne serait-ce qu'un instant, l'un de ces points de repère dans votre propre parcours. Ensemble, nous pouvons transformer la dure vérité du vieillissement solitaire en une expérience plus riche, plus consciente et, à sa manière, plus connectée que nous ne l'aurions imaginé possible.